Donc l'important dans le cadre de votre thématique autour de l'ambulatoire, autour de la coordination du parcours de soins, bon, il y a un point qui me semble majeur, c'est la transversalité hôpital-ville. Parce que c'est une approche qui aujourd'hui me semble insuffisamment développée, c'est assez complexe, puisque ça part quand même de l'hôpital, et les hospitaliers aujourd'hui n'ont ni le temps, ni les moyens. Quand on parle de moyens, c'est de développer des procédures, c'est de la formation, c'est des outils, c'est du financement. Voilà. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui, non pas qu'ils manquent, mais ils ne sont pas structurés, et donc c'est assez difficile pour eux de mettre en place une véritable transversalité hôpital-ville qui fonctionne. Or, c'est quoi la transversalité hôpital-ville qui fonctionne? Eh bien, c'est d'impliquer le médecin traitant. N'oublions pas que le médecin traitant, c'est l'acteur de proximité, de référence de son patient, c'est lui le pilote du parcours de soins, et sans lui, on ne pourra rien faire. Sans lui, on ne pourra pas être efficace en termes de qualité de prise en charge, de sécurité de la prise en charge du patient pendant la phase thérapeutique, mais aussi dans la mise en place de la surveillance d'après-traitement. Donc il doit être impliqué. En même temps, ce n'est pas un spécialiste, on doit simplement lui fournir les bonnes informations utiles et pratiques au moment où il en a le plus besoin, au moment finalement en amont, c'est-à-dire pour anticiper les problèmes, mais aussi au moment où là, il est confronté à la problématique et il a besoin d'une information immédiate. Donc ça passe par différentes étapes, différentes actions. Et alors, bon, moi, je vais vous parler de ce qu'on a mis en place, qui n'est pas, qui est un modèle parmi d'autres, mais qui passe par la formation des médecins. Alors, la formation des médecins, c'est pareil, ça ne doit pas être descendant, c'est quelque chose qui doit être partagé. Et donc, notre méthodologie, on a créé sur des territoires de santé des groupes de médecins traitants qui vont se réunir avec les spécialistes. Les spécialistes se déplacent près des médecins traitants, extrêmement important. C'est un petit détail, mais qui a énormément d'importance parce que c'est très apprécié des médecins traitants, et donc de créer ce climat, cette relation particulière et ce climat de confiance. Et on va avoir ensemble, non pas les cours théoriques de tel ou tel thérapeutique, de tel ou tel principe de surveillance, mais on va partager ensemble sur ce à quoi ils sont confrontés au quotidien, et finalement un peu les trucs et astuces, tout en restant dans le cadre des bonnes pratiques et de ce qui doit se faire. Donc c'est ça qui est important, de partager et ensuite d'élaborer un certain nombre de guidelines, de règles de conduite communes et partagées. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faciliter justement le développement de ces formations dont vous êtes un peu à l'initiative? Est-ce que les pouvoirs publics doivent prendre des décisions pour faciliter et généraliser justement ces approches? Je pense plutôt que d'aller sur un point particulier, est-ce qu'on doit développer? Moi, je raisonne plus en modèle d'organisation. Voilà, ce qu'on a mis en place, c'est un modèle global qui consiste à améliorer la qualité et la sécurité du parcours patient. La transversalité est un des éléments. Donc, je pense qu'il faut avoir un raisonnement, une vision beaucoup plus globale, plutôt que de descendre sur telle ou telle thématique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à améliorer tel ou tel point? Voilà, c'est vraiment une approche globale et qui comprend ce que je viens de vous dire, la qualité, la transversalité, donc toutes les problématiques d'organisation, mais aussi parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le financement. Donc un modèle, il doit être, si possible, efficient, et c'est ce qu'on a pu démontrer au cours de l'expérimentation initiale, même si ça n'a pas été forcément entendu par les autorités de santé, mais on a pu mettre en place ce modèle qui génère des économies de santé et qui, lorsqu'il est développé sur un territoire bien défini, avec des paramètres bien définis, peut générer des ratios de 2, 3, 4, voire même plus. Et donc c'est là où, à mon avis, la question doit être posée, c'est comment financer ce type de structure et les moyens qui vont avec. Mais stop aux expérimentations, passons à la pratique. Et oui, parce que les expérimentations, non, c'est pas tellement stop, c'est, je dirais, c'est à se demander si les autorités de santé n'ont pas la culture de l'expérimentation. On fait des expérimentations pour faire des expérimentations. Et surtout, on saupoudre. Donc, voilà, on se demande si on ne veut pas faire plaisir aux uns et aux autres. Donc, et finalement, on fait pour faire. Et puis, les résultats ne sont pas là. Donc, on va refaire. Et on repart comme ça pendant des années. Un exemple très concret, dans le domaine du cancer et de la coordination du parcours de soins, Plan Cancer 2, donc expérimentation sur la coordination du parcours de soins, lancé en 2010, fin de l'expérimentation en 2012. On vous annonce que c'est un semi-succès et donc il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été suffisamment abordés. Donc on va repartir sur une nouvelle expérimentation. 2 ans pour pondre le nouveau cadre de cette expérimentation. On repart sur 3 ans d'expérimentation. Quand vous mettez tout ça bout à bout,
c'est 9-10 années d'expérimentation. En parallèle, c'est 350 000 patients nouveaux par an qui sont atteints d'un cancer. Voilà, 3 500 000 personnes qui sont atteintes de cancer. Et en attendant, on a fait quoi? Pas grand-chose.